Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bon, en attendant, on va raconter l'histoire de la dernière fois du gars qui mangeait les clitoris. J'espère que ceux qui nous ont dérangés parce qu'on n'a pas raconté cette histoire-là sont là. Bon, je vais rapidement l'histoire. C'est un monsieur que j'ai connu, mais je l'ai connu quand il était malade. Il était devenu aveugle, il ne voyait plus rien. Donc il était à la maison et ils ont fait beaucoup de traitements sur lui, ça ne passait pas. Donc mon garçon m'a fait appel pour qu'il vienne. Je suis allé. Quand je suis allé sur place, j'ai vu le monsieur. J'ai fait une consultation pour lui. Et le FAD disait que c'est un monsieur qui a fait des choses qu'il ne fallait pas faire dans sa vie. Qu'il en avait vu déjà trop. C'est pour ça certains invisibles ont décidé de lui arracher les yeux. Donc, mais bien avant, aucun de ses enfants n'avait eu son passé. Parce que c'est un monsieur qui voyageait beaucoup à son temps. Donc, personne ne connaissait vraiment ce qu'il faisait de son temps, ce qu'il passait son temps à faire au fait. Personne. Donc, c'est ainsi, j'ai commencé par lui demander d'expliquer un peu ce qu'il a fait de sa vie et tout. Et ce monsieur nous révélait qu'il était passionné de manger les clitoris des femmes. J'ai dit, mais comment? Tu manges les clitoris des femmes, c'est un petit déjeuner. Et il m'a dit qu'il était dans un secte, bon, pas un secte, mais un groupe de personnes spirituelles où ils allaient faire des jours dans la brousse et que ils étaient allés à la quête d'une connaissance et l'objectif de cette quête-là, c'était d'avoir quelque chose pour préparer la bouche, c'est-à-dire en sorte que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça arrive sur lui. Effectivement, c'est un monsieur quand s'il te dit que tu vas mourir à midi, si tu as quelque chose, faut manger. Il paraît qu'il est de ce ressort-là. Tu ne sais pas qu'il est devenu aveugle. De son temps où il était en bonne santé, qu'il voyait, c'est un monsieur quand il te dit que tu vas mourir à midi, si tu as quelque chose chez toi, va manger. Donc, ils étaient à la quête de cette chose-là. Et donc, ils étaient allés voir un vieux, et le vieux les a donné une plante, et que cette plante-là, il fallait la manger avec la clitoris. Il avait passé toute sa vie à manger ça. C'était avec ça qu'il faisait la vengeance dans son travail. Dès que tu le provoques un peu, il te lance, il te parle seulement, il te dit, OK, si c'est à moi que tu as fait ça, tu vas voir telle chose va t'arriver, puis cette chose t'arrive. On a continué un peu devant, parce que quand il a parlé, il a dit que c'était l'une des choses qu'il avait fait et qu'il avait profité de ça pour tuer beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il avait décidé du sort de beaucoup de personnes. Il avait profité de ça aussi pour chercher la femme de beaucoup de personnes. Surtout quand tu te mettais en concurrence de femmes avec lui, c'est que tu étais mal barré. Donc on a demandé à Tron si est-ce que c'était tout. Tron a dit non, qu'il reste encore beaucoup de choses à dire. Et je lui ai dit, mais c'est pas fini, il faut que tu nous racontes tout. Il m'a dit que il était allé encore quelque part et qu'on lui avait demandé d'apporter un bébé décédé. Et que ce bébé, ils allaient le calciner avec de l'aigle. Ils vont manger. Tu vas calciner un enfant avec un aigle, pour faire quoi? Il a dit que c'était quelque chose de chance qu'on lui avait proposé et que ça allait le faire de lui et quelqu'un de très autoritaire dans son travail. Et qu'il avait donné l'argent à l'un de ses amis avec qui ils allaient ensemble et que c'est cet ami qui allait au Niger pour ramener le bébé mort. Et qu'ils ont calciné ça avec des choses qu'ils prenaient la poudre chaque matin.
J'ai dit d'accord. Maintenant, dans tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait une fois et ça t'a rendu aveugle? Parce que on sait que du fait que tu es devenu aveugle, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que tu as fait qui t'a rendu aveugle. Tu n'as plus le monopole. Et c'est là il a fini par avouer que ce qui l'a rendu aveugle, c'est le fait de manger régulièrement le clitoris de femme. Parce qu'on lui avait interdit qu'à force de manger cette portion, il ne devait pas coucher avec les femmes la journée. C'est-à-dire qu'il ne devait pas voir une femme nue en plein jour. Ben, il mangeait ça comment? Il coupait ça physiquement ou bien c'est spirituellement? Il demandait ça à la... Non, physiquement, il commandait ça à la morgue. Yeah. Non, lui, il mangeait ça avec les plantes, avec les feuilles. Il prenait ça et puis il mangeait. Il dit même que c'est une viande qui est dure comme la viande de cheval. Que c'est dur comme ça. Tu vois, quelqu'un qui mange quelque chose jusqu'à même, il a le goût de cette chose-là. Donc, en fait, ce qui l'a rendu aveugle, c'était ça. Parce que, bien qu'il mangeait toujours la chose, il continuait de chercher les femmes. Parce qu'il c'est un monsieur qui aimait des femmes. Il aimait les femmes jusqu'à ce qu'il a couché même avec sa propre fille qui est tombée enceinte de lui. Même étant aveugle, hein, c'est même pas qu'il voyait encore. Hein. C'est quand il est aveugle qu'il a encore fait ça. Donc, c'est comme ça que le truc est dur. Ça. Si tu cherches à faire des femmes ici, là, je ne suis pas dedans avec toi. Hein. Ah. Non, mais c'est pas resté dur comme ça, c'est le feu. Hein. Ben, ah, il paraît que celui qui a mangé a dit que c'est dur. Hein. Il a dit que c'est dur comme la peau d'hippopotame. J'ai dit, ouais, tu mangeais ça avec quel temps? Mais bizarrement, même le vieux, bizarrement, il n'avait plus de dents dans la bouche. Hein. Tu le regardes comme ça, il n'avait plus de dents. Tous ses dents sont finis. Tous ces dents sont finis. Respectement. Merci beaucoup, l'homme de l'homme, pour l'histoire. L'histoire, ça va faire boum. Les gars ne vont pas dormir la nuit. Ils vont partir dans les Telegram maintenant, commencer à parler de ça. Merci. Non, le monsieur, même, il est toujours vivant. Il est toujours vivant, il est là. Mais il reste toujours aveugle. On n'a pas pu le soigner. Tu auras une autre histoire après ou bien ta dernière histoire? J'ai une autre histoire. Cette histoire-là, ça fait passer chez moi. Bon, c'est déjà l'une des raisons pour lesquelles je suis. Est-ce qu'on peut clôturer avec ça? Oui, mais tu clôtures à quelle heure? Minuit. Ici, il est 22h00. Il est 22h00. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien, Dieu merci. Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée il y a de cela très longtemps. Je vivais encore à Yaoundé. Bon, devant notre maison, il y avait un arbre fruitier, le lémon. Cet arbre-là, c'est mon papa qui l'avait sémé. Et au départ, l'arbre a grandi, ça produisait beaucoup de fruits, on cueillait, on utilisait tellement, c'était beaucoup, même parfois on vendait même d'autres. Mais après un temps, les feuilles ont commencé à blanchir, il y avait, je sais pas comment on appelle ça, une maladie qui attaque les arbres fruitiers là. Ça fait les feuilles deviennent blanches, les fruits ne donnent plus bien, ça devient bizarre. Et puis un jour, donc nous on s'était rendu compte parce que nous étions 5 filles et il y avait une d'entre nous qui vivait à Douala. Et nous on s'était rendu compte qu'on avait tellement de difficultés à l'école, même avec les copains, c'était bizarre, trop de difficultés. Et comme on parlait beaucoup entre nous, on se rendait compte, mais toi, entre filles on parlait. Est-ce que tu as encore des dragueurs? Comment ça se passe? Est-ce que tu as des copains? Des trucs comme ça. On se rendait compte qu'on avait trop de difficultés. Même quand tu veux lancer une activité, ça ne donne pas. Alors ma soeur qui est à Douala, elle allait dans une église. Arrivée là-bas, le pasteur lui a dit,
que devant chez vous, il y a un arbre. Cet arbre-là est hanté, il est habité par des sorciers. Et il lui a dit qu'on devait couper cet arbre-là et le brûler. On devait couper et brûler. Ma soeur revient donc le week-end qui suivait, ma soeur descend sur Yaoundé. Elle me dit voilà, c'est que mon pasteur m'a dit. Alors on a dit si c'est seulement l'arbre là, il n'y a pas de problème. On devait déraciner. On a pris hache et machette, on a commencé à couper, on a coupé, on a creusé, on a déraciné. Maintenant, derrière notre maison, il y avait une petite rivière. On a tiré l'arbre jusqu'à la rivière. On a encore découpé un plus petit morceau et on a commencé à... On a envoyé mon frère acheter de l'essence, du pétrole, tout pour brûler l'arbre. Et je suis allée dans la chambre, je suis allée chez nous, je suis allée prendre le parfum Saint-Michel et du sel béni. Je suis revenue. En revenant vers l'arbre, notre voisin le plus proche, je le vois en train de venir avec la machette. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut. Il dit qu'il veut couper le bois. Je dis couper le bois. Il dit oui. Je dis où? Il dit sur l'arbre là, je vais enlever le bois. Je dis même les pines ne bougent pas d'ici. Il dit comment ça? Je dis j'ai dit que même les pines ne bougent pas d'ici. Donc rentre avec ta machette comme tu es venu. On va me demander un bon. Je dis oui. Il se retourne, il part. J'ai dit que le genre, c'est qu'on veut dire le bois ici. On va brûler la vessie. L'histoire, ce n'est plus simple. On a versé le pétrole, on a versé les essences, on a commencé à brûler. Ça a brûlé. Et maman n'était pas là. Maman rentre du marché parce qu'elle faisait du commerce dans un marché de la place. Elle rentre et on lui raconte ce qui s'est passé. Elle dit ah, on dit oui. Elle dit ok. Elle envoie mon petit neveu d'aller chercher les roues de voiture usées dans la poubelle. Il allait chercher ça un peu dans la poubelle où on passe souvent jeter la poubelle. Il est venu avec. Quand il ramène ça donc, on ratasse le reste des branches et les tiges de l'arbre qui n'avait pas brûlé. On rallume le feu. Ça a calciné complètement et elle a balayé, elle a versé dans la rivière. La rivière, elle a prié, elle a parlé que la rivière emporte. Quelques jours après, le voisin tombe malade. C'était pas encore grave. Un jour, je n'ai pas puisé de l'eau parce qu'on passait devant sa maison pour aller chercher de l'eau. En rentrant, je vois son fils est en train de gratter son visage. Donc son visage avait noirci et quand il grattait, il y avait des trucs comme comment on appelle ça? Des pellicules qui sortaient sur son visage. Donc son fils gratte, il gratte et il y avait quelque chose dans un plat inox au sol. Il prenait cette pâte-là, il mettait sur le visage de son papa. Merde. J'ai regardé, c'était bizarre, mais je suis passée, j'ai rien dit. Après, ça s'est aggravé, on l'a mené à l'hôpital, ça s'est aggravé. On a des enfants, tous ces enfants m'ont donné le sang parce que le sang finissait sur lui et il n'a pas survécu, il est décédé. Quand ils décèdent, ils sont à leur deuil, ils ont fait tout, ils sont revenus. Bon, un jour, mon fils est allé puiser de l'eau. En rentrant, il est passé sur la cour là. La femme, l'épouse du monsieur sort de là, elle le gronde. Ne passe plus ici. Allez contourner. Famille de sorciers, de vendus. Merde. J'ai suivi ça. Ah, ça n'a pas bien sonné dans ma tête. J'ai demandé que quoi? Tu attaques mon enfant, pourquoi? Si tu as un problème, il faut me voir, pas mon enfant. Elle dit, c'est toi-même que j'ai cherché. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, c'est toi que je voulais.
Je dis, ah, bon, me voici, dis-moi. Elle dit, c'est toi, c'est à cause de toi que mon mari est mort. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ton mari? Pourquoi tu as refusé qu'il parte couper le bois sur l'arbre là? J'ai dit, hé, attends. C'est l'arbre que mon père a semé devant chez nous. C'est mon père qui a planté ça. Donc moi, je peux faire ce que je veux de cet arbre-là. Elle dit, non, tu n'avais pas le droit. Quand il t'a dit qu'il voulait couper le bois, il fallait lui laisser couper le bois. J'ai dit, jamais. Donc il habitait là-bas. Ah, ça. Donc c'est ton mari qui habitait dans l'arbre-là. Elle s'est fâchée, elle est devenue rouge. J'ai dit, ah bon, donc tu es sorcière. Elle dit, oui, je suis sorcière. Oui, je suis sorcière. Je dis, ah. Donc on ne dort pas bien, on ne vit pas bien, c'est vous. C'est nous. Toi, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Je regarde la femme là comme ça. Est-ce que tu te rends compte même de ce que tu es en train de dire? Elle me regarde. Elle dit que mais la femme me fait dire même quoi? Non, je ne suis pas sorcière. Non, je ne suis pas sorcière. C'est toi qui m'embrouilles. C'est toi qui m'embrouilles. Tu me fais dire des choses que je ne dois pas dire. Tu m'embrouilles la tête. Ouais. Elle a commencé à bavarder. Elle a dit que ah, tôt ou tard la vérité va toujours sortir. Toi-même tu as sorti ça là maintenant. Tu as dit que tu es sorcière. Le monde, le quartier était sorti. J'étais là placée avec elle. Hein. Le quartier était sorti. Elle me regarde. Elle dit, toi l'enfant-ci. Toi l'enfant-ci. Si j'étais là le jour-là. Si j'étais là. J'ai dit, tu n'allais rien faire. Tu n'allais rien faire. Lui, il est venu avec la machette. Il n'a rien fait. Et c'est comme ça que toi aussi, tu n'allais rien faire. La maman m'a regardé. Elle était dépassée. J'ai dit, tu ne peux plus rien. Tout ce que tu as fait dans le noir. Sache que la lumière t'a exposé. Aujourd'hui, toi-même, tu as ouvert ta bouche, tu as dit que tu es sorcier. Donc maintenant, tout le quartier sait que tu es sorcier. Donc les couches de nuit qui se passent dans le quartier, si c'est toi. Les femmes qui font des fausses couches de 3 mois, 2 mois, là, c'est toi. La femme là m'a regardé. Oui. Ta voisine la plus proche est morte. Elle a rêvé que le chien l'avait mordu. Et après ça, son pied avait gonflé. Son pied a gonflé. La maman elle était malade, malade, malade. Et elle t'accusait toujours. Elle est morte. Donc c'est toi. La maman là m'a regardé comme ça. Elle a dit que mais l'enfant, si tu vas te taire. Je dis je ne vais pas me taire. Je vais dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas ici là. Je dis donc il faut seulement que quelqu'un quitte dans ce quartier pour réussir. La maman me regarde. Personne ne réussit ici. Tous la jeune génération, personne ne réussit. Personne. Personne. Cette dame-là. Et c'est triste. Mais c'est la vie. Donc, voilà un peu mon histoire. Mais pas la grâce de Dieu, non, on était quittés de là. C'est juste pour dire Merci que... Merci beaucoup pour ton histoire. Oui, oui. On a se méfier, surtout nous qui avons des arbres devant la cour commune là. Il faut y veiller, surtout ceux qui prient de temps en temps. Il faut faire un peu d'exorcisme sur ça, verser de sel béni, de l'eau bénie et prier parce que le malin, lui, il vit partout. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Merci pour l'histoire. De rien, merci aussi à vous. C'est bon, allô? je peux parler ou pas? Oui, je peux parler, vas-y. En fait, j'ai une histoire qui m'est arrivée. Personnellement, c'est pas mauvais, hein. Mais c'est une histoire personnelle. Et le jour-là, moi-même, j'étais étonné. En fait, moi, c'est concernant la tradition africaine. Moi, j'ai un esprit personnel avec moi, je le sais. Et une fois, et il réagit chez moi, je l'entends. Une fois, il y avait un ami qui est venu chez moi. Je ne sais pas s'il est venu avec une mauvaise idée. Et pendant qu'on parlait, j'ai senti le mouvement de cet esprit chez moi, dans ma chambre. Et j'ai constaté que au niveau de ma clim, le bruit vient au-dessus de la clim.
Et j'ai vu mon ami qui était tiqué comme si quelqu'un l'a saisi de derrière. Et tout d'un coup, j'ai ressenti le bruit de cet esprit au niveau de mon armoire. Donc, j'ai juste dit à mon ami, t'inquiète, c'est la clim. Mais à un moment donné, il a décidé à rentrer chez lui. Et quand il est rentré, il m'appelle, il me dit, Ario, tu as quoi chez toi? Je dis, mais j'ai rien chez moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit, quand il a senti le bruit, c'est comme si quelque chose marchait de très lourd, marchait sur la clim. Et il a constaté que la chose est tombée au niveau de son cou. C'était comme un bris qui est tombé sur lui. Et tout d'un coup, il a senti au niveau de l'armoire. Et c'est la première fois que quelqu'un d'autre ressent la manifestation de cet esprit que moi j'ai chez moi, que je connais très bien. Et c'était tellement, ça m'a fait tellement bizarre. Et quand j'avais demandé à notre prêtre vaudou, il me disait que cette personne est venue avec l'esprit qui accompagnait ce dernier. À votre qui? À notre prêtre vaudou. Yeah. Moi, je ne suis pas chrétien. Hein. Ou bien c'est les chrétiens ici. Non, c'est pas les chrétiens. Toi, tu es libre. Hein? Ah, moi, je ne suis pas chrétien. Donc, quand je l'avais dit au prêtre, il me disait que cette personne qui est venue, l'esprit avec lequel il était venu, l'esprit n'était pas bien. Et c'est pour ça le mien a réagi. Parce que cet esprit que moi j'ai chez moi, c'est depuis que je suis tout petit. Cet esprit m'avait sauvé. Et chaque fois, il se manifeste. Je sais qu'il est là. Donc, c'était quelque chose qui m'avait vraiment... oui, quelqu'un dit que le prêtre vaudou n'existe pas. Oui, le prêtre vaudou existe. Quand on parle de prêtre, c'est un représentant de la spiritualité. Faut pas gérer les commentaires. Et donc c'était quelque chose qui m'avait vraiment réjoui parce que je me sentais protégé puisque moi, je ne suis pas du tout pratiquant. Mais cet esprit me protégeait toujours, en fait. Cet esprit me protégeait et cette réaction vis-à-vis physique d'une personne inconnue chez moi, cela m'avait paru mystique. En fait, c'est comme vous parlez d'histoire mystique, c'est une de mes histoires mystiques. Vous voyez. Donc, que j'avais voulu partager avec vous. Oh. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà. Ok, aujourd'hui je vais raconter une petite histoire que j'ai vécu dans mon village. C'est des jeunes qui... Il y a un jeune qui dans la sorcellerie a vendu sa progéniture. Donc il ne pouvait plus faire d'enfants. Il s'est marié. Donc tout allait bien. Et puis du coup, il avait besoin de faire un enfant. Et il a vu son cousin, il dit à son cousin que ok, mystiquement, hein, tu peux me prêter ta machine, comme ça j'enceinte ma femme et je te remets. Son cousin a accepté. Attends. Tu parles un peu. Déjà, ta manière de parler, tu fais beaucoup de pauses. Parle normalement comme si tout le monde causait. Genre, on est assis quelque part encore de prendre une bière, on cause. Tu vois un peu. Ouais. Donc, je vais te demander de reprendre l'histoire, s'il te plaît. Et puis, au niveau du machin là, tu nous expliques vraiment c'est quoi le machin là. Parce que moi, je comprends pas. C'est une machine. C'est toujours la machine. Ok. En fait, c'est des jeunes qui sont initiés dans la sorcellerie, qui font des voyages nocturnes. Donc, il y a un qui a donné comme tous ont l'habitude de donner, de faire des sacrifices. Il y a des gens qui donnent des parents et tout. Maintenant, il y a donc celui-là qui a sacrifié sa progéniture. Donc, il ne pouvait plus faire d'enfants.
Ok. Après, il s'est marié. Maintenant, il avait besoin de faire un enfant. Maintenant, avec ses collègues, dans leur voyage nocturne, il a demandé à son cousin si son cousin pouvait lui prêter son pénis qui lui pouvait faire d'enfant. Son Donc, cousin on prête a sur le accepté. pénis, hein? Ah, mon frère, ça c'est dans le spirituel. Yeah. Ok. Son cousin a accepté et ils se sont échangés. Il a pris pour son cousin qui ne peut pas faire d'enfant et il a donné sa part qui peut faire d'enfant à son cousin. Le deal c'était quoi? Après avoir fait un enfant, il va remettre. Maintenant, le gars est parti, il a fait un enfant, c'était bon. Maintenant, le cousin réclame maintenant son truc, le gars ne veut plus remettre. Spirituellement, hein, il réclame, le gars ne veut plus remettre. Il réclame, le gars ne veut plus remettre. Finalement, ils sont sortis de là, ils sont venus au grand jour. Le gars réclamait même déjà en journée, ce n'était plus que spirituellement. Et finalement, ils sont partis chez le chef. Le chef a demandé qu'il remette. Lui dit il ne peut pas remettre. Parce que si son cousin est fort, il n'a qu'à réarracher son pénis, il peut faire des enfants. Et là, le chef les a renvoyés. Il a dit, ça, moi, ça me dépasse. Allez vous arranger à la mienne. Donc, c'était un peu une petite histoire. Bon. Et là, le cousin, finalement, il n'a pas remis le truc de quelqu'un. Il était plus fort spirituellement que le gars, en fait. Non, il n'a pas remis. Ouais. Et aujourd'hui, donc, morale de l'histoire. Et le gars a fait 6 enfants. Hein. Morale de l'histoire, mon frère, c'était... Ne prêtez plus vos pénis à rouge. Gars, pardon. Merci pour l'histoire. On est ensemble, pardon, après. C'est grave, je te jure. Non. Après, c'est pas. Morale de l'histoire, ne prêtez plus vos pénis aux gens. Ça! C'est les morales aussi, l'histoire, c'est la magie. Hey! Donc, ce soir, je vais raconter une histoire. Bon, c'est mon expérience. La sorcellerie en milieu professionnel. Donc, si je peux nommer l'histoire ainsi. Et il y a 3 ans en arrière, voilà. J'étais, pour la petite histoire, j'étais dans une école professionnelle et puisque j'avais opté pour l'option de cours du soir, et je ne pouvais pas me permettre de dormir, passer mes journées à la maison. Donc, je me suis dit, bon, puisque je vais à l'école en soirée, il sera préférable de trouver un petit boulot en journée pour faire. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé un boulot dans un restaurant de la place. Je suis allée, j'ai commencé à travailler à la femme et voilà, chaque soir, je partais à l'école, mais en journée, je faisais ce petit boulot-là. Et au fil des mois passés, cette dame, j'ai eu la confiance totale de cette femme parce que c'était un couple normalement qui avait le restaurant. Ils m'ont tellement, la relation entre eux et moi était comme si on était des gens, père, enfants et femmes, quoi. Donc, même les clients, quand ils arrivaient au restaurant, ils se disaient que c'était mes parents, alors que c'était juste mes patrons. Donc, pour expliquer un peu le degré de la relation qu'il y avait entre nous et de la confiance également. Donc, c'est comme ça que un jour, nous sommes restés. Il y a une fille, elle est venue pour demander du boulot. C'était une Congolaise. Je préfère mettre la parenthèse pour qu'on ne dise pas que c'est vrai, je suis tombée sur cette Congolaise qui m'a fait vraiment du sale, mais ça ne veut pas dire que tous les Congolais sont mauvais. Donc, c'est pas parce que je suis tombée sur une mauvaise personne d'un pays que tout le pays est ainsi, non. Donc, c'était juste entre parenthèses, quoi. Donc, la fille, c'était une Congolaise et quand ma patronne me demande est-ce que Diane, on peut prendre cette fille en plus, parce qu'on avait d'autres employés, je dis non, madame, il n'y a pas de problème, puisque moi, je me suis mis dans la peau de cette étrangère-là.
qui viennent dans un pays étranger pour se chercher et avoir du gagne-pain. Et pourquoi ne pas l'accorder une place si possible? Au fait, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, on peut la recruter. Donc, vu sa situation et autres. Donc, j'ai accepté, on a recruté la fille. Et la fille, elle est arrivée dans la société quelques mois après. Elle constate que tellement j'étais attachée à mes patrons. Et je ne sais pas pourquoi, ou bien qu'est-ce qu'elle avait vu au fait, qui la dérangeait autant. Et elle a cherché à tout prix à vouloir détruire cette relation-là, si je peux dire ça en un mot. Elle partait derrière, racontait des commérages et autres à ma patronne. Mais Dieu merci, ma patronne, elle me connaissait déjà, donc elle n'a pas trop voulu s'agripper dessus, bien considérer cela. La situation se dégrade le jour où j'arrive au boulot un jour. Quand je pose mon pied au sol, je constate que c'est comme si la tête tremblait au fait. Je sens vraiment comme si j'avais reçu une masse sur mon pied. Mais moi, je me dis, ah, Seigneur, en tout cas, ça, c'est quoi ça? Je néglige, quoi. Je continue à faire mes activités et autres. Chaque matin, puisque c'est moi qui partais faire les courses de la cuisine et autres pour venir déposer. Chaque matin, je me lève, je fais des courses, je reviens. Donc, un jour après le boulot, je descends du taxi, j'allais chez moi, je descends du taxi. Quand je dépose au pied du sol, je sens comme un coup au fait au niveau de la cheville. C'est comme si on m'avait cassé le pied au fait. Mais pas cassé, mais je sens un bruit comme si le pied se cassait, j'en crosse. Je sens ce bruit-là. À peine je descends du taxi. Mais moi, je néglige, je dis, en tout cas, peut-être j'ai du mal à placer le pied. C'est sûrement l'os peut-être qui a dû faire ça au fait. Donc, j'ai négligé, je suis rentrée. Je suis allée à la maison dormir. Quand je vais dormir, le matin, quand je me réveille, je ne pouvais plus poser, c'était le pied droit. Je ne pouvais plus poser le pied au sol. Le pied faisait tellement mal, je criais dans la chambre. Je crie, le pied fait mal. Le bas de pied, là, je ne pouvais plus déposer le bas de pied. Et ce jour-là, je devais aller faire les courses, au fait, pour la cuisine. J'ai dit non, je ne peux pas renoncer, au fait. J'ai une mission à faire, j'ai des courses à faire. C'est pas parce que je me sens pas bien que je vais pas aller. Je marchais ce jour-là sur la pointe des pieds, au fait, avec mon pied droit. J'ai dit, même si je boite comme quoi, là, je vais marcher, je vais partir faire les courses. J'ai prié, j'ai fait ma petite prière, je suis partie faire les courses. Quand je suis allée faire les courses, après, au marché, généralement, si c'est un cas, par exemple, de fusion nocturne et autres, il nous est souvent recommandé de prendre, par exemple, du citron ou bien du sel. Donc, je me suis dit, bon, puisque j'avais pas de citron à la maison, je vais acheter au citron au marché. Donc, je suis allée au marché. Malgré le fait que je souffrais, j'ai fait tous mes courses et j'ai pris le citron. J'ai dit, je retourne au restaurant pour déposer la marchandise. Et si ça n'allait pas, je devais rentrer. Donc, quand j'arrive, bizarrement, tous les autres collègues me voient. Ils sont étonnés au fait. Diane, mais qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce qui se passe et autres? Puisque la manière dont je marchais. Mais cette fille-là, jamais n'est venue vers moi, genre, pour s'intéresser, bien me demander que, oh, Diane, mais tu as quel problème? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Tout le monde s'inquiétait autour, mais elle est restée indifférente. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai pris le citron avec du sel, j'ai prié et j'ai essayé de frotter. Quand je frotte le citron avec du sel, regarde la mousse, en fait, une mousse qui sort. Donc, l'eau du citron qui sortait était mousseuse. Tellement mousseuse, je me suis dit, oh, mais ça, c'est quelle histoire? Je n'ai jamais vu ça. J'ai prié. Même pas, c'était des histoires de 8 heures. En 10 heures, le pied, je marchais déjà normalement, comme si tout allait bien, au fait. Comme si je n'avais même jamais eu mal au pied. Je dis, ah, Dieu merci, oh, merci beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'on est resté ce jour-là. Les jours qui suivaient également, quand j'arrivais au travail, quand je pose le pied, je sens toujours cette masse-là au sol. Je sens toujours comme si quelque chose m'électrocutait, au fait. Mais après ça, ça passait. Jusqu'au jour où la fille, je sais pas, on était en train de cuisiner. Il y avait des ingrédients, des feuilles vertes, voilà. Donc, elle a dû prendre, il y avait pas assez, il fallait diviser, au fait, pour le nombre de marmites et autres qu'il fallait faire. Elle a dû prendre toutes les feuilles qu'il y avait et elle a mis dans sa marmite. Et il ne fallait pas que je le lui dise ou bien que je lui fasse la remarque. La bonne dame s'est tellement énervée, genre, c'est toi que je cherchais depuis, au fait. Aujourd'hui, comme je n'ai pas pu mystiquement, je vais t'attaquer physiquement. Elle est carrément venue avec le couteau vers moi. Genre, elle voulait carrément m'étrangler ou bien m'égorger ce jour-là, quoi. Mais Dieu merci, il y a une collègue qui est sortie rapidement, elle a pu arracher ce couteau-là. Elle s'est mise à vociférer. Genre, tu te prends pour qui? Tu penses que quoi? Tu es la préférée du patron et de la patronne ici? Tu penses que quoi? Oh, elle m'a tellement parlé le choix. Mais les gens me demandaient, mais tu as quel problème avec elle? Est-ce que tu as eu un souci par le passé avec elle? Elle dit, non, cette fille-là m'énerve, elle se prend trop. Sur quelle base au patron va lui faire confiance, pour de lui confier? Après, ce jour est passé. Même pas 3 jours après. Je ne sais plus quelle discussion il y a. Bon, non, la patronne nous a appelé pour savoir réellement qu'est-ce qui se passait entre elle et moi. C'est comme ça que quand la patronne finit de parler et que moi je veux parler, elle s'élève carrément. En fait, tout
tout ce qu'elle voulait faire, c'est temps-là, puisque mystiquement, elle n'avait pas pu avec ses fusions nocturnes et autres. Elle n'avait pas pu. Il faut signaler qu'un jour, elle m'avait offert un parfum à la cuisine. Quand elle m'offre ce parfum-là, je le mets dans le sac. Je ne sais pas comment j'ai fait. Le parfum est tombé au sol. Ça s'est carrément brisé. Il dit, il y a un parfum, les parfums en truc là, bien solide. En fait, je n'ai même jamais vu la boîte de parfum se casser. La boîte de parfum s'est cassée carrément. Genre, le cadeau qu'elle m'a offert, je n'ai même pas mis ça sur moi. Ça s'est cassé. Donc, quand ma patronne lui demande qu'est-ce que tu reproches à Diane et autant, elle n'a rien à dire. Donc, quand moi je prends la parole, la bonne dame se lève et jure carrément que non. Elle vient me taper et autres. Ma patronne dit, mais tu vas, puisqu'elle était quand même plus âgée que moi, ma patronne demande, mais tu tapes la petite pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle n'avait vraiment pas à s'expliquer jusqu'à ce que ma patronne, elle a compris que non, c'était plus du degré physique au fait. Donc, ça veut dire plus que du côté physique, elle n'arrivait pas à atteindre ses objectifs. Elle voulait maintenant passer, genre, peut-être par des mains ou bien avec des actes violents, genre, pour m'atteindre. C'est juste pour dire que, certes, il y a beaucoup de sorcellerie dans nos familles aussi, mais en milieu professionnel également, il y a aussi de la sorcellerie. On doit vraiment faire attention à qui nous entoure, qui sont nos collègues, voilà. Donc, c'était un peu ma petite expérience que je voulais raconter, quoi. Merci beaucoup, Diane, pour ton histoire. Pour ceux qui ont des histoires mais qui ne veulent pas monter en live, raconter l'histoire, vous pouvez laisser par WhatsApp en voice. Il y aura un numéro de téléphone dans la vidéo. Copiez-le et laissez votre voice uniquement pour raconter les histoires, s'il vous plaît. Ça va bien. Oui, ça va bien. Je voulais raconter une petite histoire. Allô? Oui, Allô? on t'entend. Je voulais raconter une petite histoire. Bon, Mais- c'était un jour à Abidjan, précisément au Côte d'Ivoire, le 25 décembre. Il y avait le petit frère d'une amie qui est mort le 25 décembre, d'une mort très très mystique. Bon, c'était la fête le 25 décembre. Tous les enfants attendaient les cadeaux, les mères attendaient les cadeaux. Mais moi, ma camarade, sa maman vendait au marché d'Adjamé. Donc, sa maman n'avait pas encore acheté le cadeau de son petit frère. Donc, sa maman devait partir au marché, avoir fini de vendre aux environs de midi et puis rentrer avec le cadeau du petit. Donc, le petit était au quartier, il voyait ses camarades avec les cadeaux. Les mamans avaient déjà donné les cadeaux des enfants. Lui, il attendait toujours sa maman n'était pas encore revenue du marché pour lui remettre son cadeau. Donc, il tournait avec les enfants du quartier. Brusquement, nous sommes là comme ça, on voit une voiture qui passe. La voiture qui passe cogne l'enfant. La voiture cogne l'enfant quand elle est défilée depuis derrière ses amis. La voiture cogne l'enfant. Immédiatement, le chauffeur descend. Il commence à courir. Il va se déclarer à la police. Il arrive à la police. Il dit à la police que bon, lui, il était dans sa voiture, mais il a vu un poulet sur la route. Donc, il voulait éviter le poulet pour passer à côté. Il n'a pas pu éviter le poulet. Il a cogné le poulet. Maintenant qu'il descend de la voiture, il a cogné le poulet. Tout le monde a fait des crier. Il descend de la voiture. Il voit que ce n'est pas un poulet, mais c'est un enfant. Donc, nous tous sommes en train de pleurer. On pleure. On voit que, il a tué l'enfant, mais le monsieur est descendu de sa voiture pour aller se déclarer à la police. 30 minutes après, on voit la mère de l'enfant qui arrive avec le cadeau de l'enfant. L'enfant n'est plus. On dit à la mère que l'enfant est tombé. Quelqu'un a marché sur l'enfant est mort. Déjà, c'était le papa de l'enfant avec ses frères qui ont tué l'enfant mystiquement depuis très longtemps. Mais ils ne savaient pas comment faire pour que l'enfant puisse mourir comme ça. Ça serait une mort suspecte, puis ça serait étonné. Donc, ils ont préféré transformer l'enfant en poulet pour que quelqu'un passe l'enfant, pour que l'enfant puisse mourir. Donc, les enfants disent, mais non, pourquoi vous avez tué l'enfant? Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Genre, on ne sait pas qui exactement c'était eux. C'est après qu'ils ont commencé à soupçonner. Donc, on demande maintenant, pourquoi vous avez tué l'enfant? Le père qui dit qu'il a tellement donné, c'est des gens, il n'y avait plus personne à qui donner. Donc, voilà pourquoi il a donné l'enfant de 2 ans. Donc, l'enfant de 2 ans est mort comme ça. Il a transformé l'enfant poulet
et ils l'ont tué mystiquement comme ça. Donc, vous juste rappeler de faire, pendant les fêtes, on n'a pas fait beaucoup de questions. Pendant les fêtes, là, on transforme des gens en des trucs plus, on tue ces personnes-là immédiatement comme ça. Donc, la mort de l'enfant est restée sur la conscience du monsieur. Le monsieur a pris les trucs en charge. Comme c'était un enfant de 2 ans, il ne peut pas faire de funérailles. Ils ont laissé comme ça, le monsieur a donné un peu d'argent à la famille. Bon, c'est un peu ça, c'est mon histoire. D'accord, merci beaucoup pour ton histoire, Robinette. Une petite histoire qui s'est passée au sud du Cameroun. Alors, c'est une maman qui devait se rendre en ville. Elle vivait au village. À l'époque là, il n'y avait pas encore trop de voitures, de motos comme on a aujourd'hui. C'était un truc pour quitter d'un village à un autre, bien du village à la ville, il fallait forcément marcher à pied. Elle avait donc un truc des achats à faire en ville, mais elle avait une petite fille avec elle, d'à peine 2, 3, 4, 5 ans maxi. Et qui donc, c'est pas le sud, c'est pas forcément Ebolo, le sud c'est parfois, tu peux entendre, même en Bam c'est toujours le sud donc. Et qui de son village donc elle commence à prendre la route vers 12 h là. La nuit, la trouve toujours en route. Il faut bien qu'elle s'abrite et puis elle a l'enfant en main. C'est comme ça que tard, à 22h, 23h, elle part toquer la porte de quelqu'un, d'une dame. Elle demande qu'elle veut s'abriter pour pouvoir continuer le lendemain. La dame est toute gentille, elle ouvre la porte, tu peux entrer. Elle entre donc. Et la dame offre une chambre à la maman en question. Elle part dans là-bas dormir. Pendant qu'elle dort, vers minuit, elle se rend compte que elle est couchée sur les pieds de quelqu'un. Elle dit qu'il y a un homme sur qui elle est déjà. Essayez d'imaginer comment vous êtes couché déjà comme ça. Et puis il y a les pieds de quelqu'un. C'est-à-dire que tu te couches au lit normalement, il n'y a personne. Après un temps, tu te rends compte que tu es sur les pieds de quelqu'un. Vers minuit. Elle a donc serré sa fille contre son ventre avec tellement de peur. Comme elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, elle reste donc tranquille, elle ne bouge pas. Vous savez, la quantité de peur qui te paralyse. Tu vois une peur, tu veux crier, tu ne peux pas crier, tu es là, tu es perdu, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Quelque temps vers 4h, 5h, le monsieur, il était voulu comme un animal, c'était déjà un animal, mais avec des pieds d'homme et tout ça. Il s'est levé, il est parti. Le matin 6h, la dame qui avait à la maison sort, elle vient, elle toque la porte. La dame avec l'enfant ouvre et puis elle demande comment était la nuit. Elle dit très bien. Mais tu es sûr que ça s'est bien passé? Elle dit oui, ça s'est bien passé, il n'y a rien. Tu n'as pas eu de visite, quoi, rien? Elle dit que s'il y a une visite, il y a un monsieur qui était dans la salle. Après, et puis elle demande et puis il n'y a rien eu. Elle dit que non, il n'y a rien eu. Il s'est levé le matin, il est parti. Après, elle dit que ça veut dire que tu n'es pas une mauvaise personne. Parce que celui que tu as vu là, c'est le sorcier du village en fait. Donc, c'est déjà le chef des sorciers du village. Et puis, quand il y a un étranger dans le village, il vient pour tester si ce que tu as la sorcellerie dans toi. Si c'est que j'étais une sorcière, il devait avoir une bagarre. Mais comme toi, tu n'es pas un sorcier, il t'a laissé. Il est venu te tester. Il ne t'a pas vu dans son couloir, donc il est parti. C'est comme ça qu'elle a pris la route le matin là. Elle a continué en ville. Donc en rentrant, c'est là qu'elle peut raconter à sa famille. Mais maintenant, moi je pose une question, c'est comment vous réagirez-vous face à cette situation-là? Tu dors chez quelqu'un, après tu trouves un truc comme ça, tu vas réagir comment? Tu vas rester là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire à l'heure là? Essayez de répondre en commentaire s'il vous plaît. Je vais faire pipi sur moi. Ok, l'histoire que je vais raconter ce soir, c'est... Divan, tu as demandé le numéro que un modérateur a épinglé le numéro, je n'ai pas aussi vu ça. Allez voir ton commentaire depuis. Il y a quelqu'un qui a épinglé le numéro là. Celui qui a épinglé le numéro, s'il te plaît, tu peux un peu. Il remet encore le numéro.
Uniquement pour les histoires, s'il vous plaît. Uniquement pas les bonjour, je veux le numéro de papa Colo. Pardon. Rien que pour les histoires, tu envoies ton voice. Pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui ne veulent pas monter en direct, voilà, c'est le numéro là, le 655 81 90 17. Uniquement, ceux qui ne sont pas du pays, l'indicatif c'est plus 237. Uniquement pour les histoires. Donc tu as fait seulement, tu peux dire bonjour, c'est tel, j'appelle pour. Avec le voice, hein. On ne cause pas, pas d'appel, ne veut pas les appels. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, si, puis tu peux continuer, s'il te plaît. Ok, dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est pour donner aussi une leçon aux gens, quoi, que c'est pas toutes les personnes les mendiants que vous rencontrez en route, que vous devez donner de l'argent, en fait. C'est une histoire qui s'est passée il y a de cela pratiquement 6 ans. C'est ma tante qui a vécu ça. Donc, elle rentrait un soir de l'école. Elle était dans un carrefour. Tu connais les carrefours au pays. Elle attendait le taxi. Et elle a vu un petit de pratiquement, on va dire, 5 à 6 ans qui traînait sur la route. Donc, le petit est venu, il a dit, la grande, pardon, j'ai faim, tu peux me trouver quelque chose, j'ai envie de manger. Elle n'a pas prêté attention. Elle regardait, elle a dit non, vous les petits, on vous connaît. Quand on vous donne de l'argent, vous allez partir jouer aux jeux vidéo et tout ça et tout. Elle dit non, la grande, j'ai vraiment faim, regarde-moi. Si tu veux même, tu vas me regarder comment je vais acheter la nourriture. Le petit a tellement insisté. Après, elle a dit ok, c'est pas grave. Elle a fouillé son sac. Elle avait un billet de 500. Elle a voulu donner 500. Après, elle a dit bon, non, pas 500. Elle a pris 200 dans son sac. Elle a remis au petit. Aussitôt qu'elle a remis l'argent au petit, dès qu'elle s'est tournée, elle a dit elle avait l'impression que c'est comme si en donnant l'argent qu'elle a donné à l'enfant, c'est comme si elle avait retiré quelque chose dans elle. Et dès qu'elle s'est retournée pour chercher l'enfant, quelque chose qui s'est passé en moins de 20 secondes, quand elle s'est retournée pour chercher l'enfant, elle n'a pas pu trouver l'enfant. Elle a tourné, regardé un peu, rien. Et en tournant, elle a commencé à piquer une crise de folie sur le coup. Tu vois un peu? Elle est tombée, elle commençait à crier dans le carrefour. Les gens sont venus, ça a attiré l'attention, les gens demandaient qu'est-ce qui se passe. Oh, elle a commencé à paniquer. Donc, on a pris son téléphone, on a appelé, nous on était à la maison, on a appelé ma tante parce qu'elle restait avec nous, tu vois. On a appelé notre tante pour dire que non, ici ça ne va pas et tout ça. Voilà l'enfant, elle est en train de piquer une crise de folie. Elle a dit ok, ramenez-la à la maison. Là, elle arrive à la maison, elle nous raconte l'histoire de tout ce qui s'est passé et tout. On dit bon, ok, peut-être tu as eu une mauvaise journée à l'école, peut-être un truc qui n'a pas bien marché et tout. On est parti à l'hôpital, on a tout regardé, on a dit que non, elle allait bien, c'est peut-être le stress, comme elle était en classe d'examen. Et une semaine après, elle a commencé maintenant à voir des trucs, tu vois. Elle voyait des trucs dans la maison, elle disait que oh, quand on dort, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui viennent à la fenêtre, qui nous lorgnent, il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela, il y a des gens qui viennent me perturber la nuit. Nous, on dit que, c'est encore quelle histoire que tu viens nous raconter comme ça, là. Nous, on n'a jamais entendu parler de sorcellerie, là. Toi, tu viens nous dire comment subitement tu viens comme ça. On dit, bon, ok, on va l'amener chez un prêtre. On est parti chez le prêtre. Le prêtre a prié. Ça s'est calmé. Ça fait une semaine, elle est là, elle est bien et tout, elle ne voit rien. Après la semaine qui suit, ça redéclenche encore. On l'a ramené à l'église. On a peut-être fait ça, peut-être pratiquement pendant 2 mois. Rien à rien. On a dit, bon, on a essayé d'aller à l'église. Ma tante avait une amie qui a dit qu'elle connaît un charlatan qui est vraiment, vraiment très bon, qui peut l'aider avec son problème et tout. Elle va lui donner le contact. Comme ça, on va aller voir la personne. On est allé voir le charlatan fait la consultation. Il a dit que oui, effectivement, l'enfant qu'elle a rencontré sur la route, ce n'était pas un enfant simple, c'est un enfant qui a été envoyé pour faire du travail. Donc, il se met en route pour recruter il regarde des gens qui ont des étoiles, il a la possibilité de voir les étoiles des gens. Et quand il voit que tu as une bonne étoile, il va te demander quelque chose. Quand tu lui donnes quelque chose, c'est comme si tu lui donnais ton étoile. Donc, maintenant, vu qu'il a pris son étoile, il va utiliser ça et puis elle doit devenir folle pour qu'eux ils puissent utiliser ça. Donc, il a dit que ok, en tout cas, ne t'inquiète pas, on va faire un travail et tout, et puis ça va aller. Le gars a fait le travail, tranquille. On a dû l'initier par des trucs traditionnels pour qu'elle puisse combattre ça et tout. Donc, elle est rentrée à la maison, on lui avait donné beaucoup de trucs, des trucs bizarres qu'elle devait mettre sur son corps. Genre des trucs avec des cordes qu'elle devait porter tout le temps, tu vois un peu. Et elle devait faire des bains régulièrement. Donc, elle faisait ça et tout. Pendant au moins peut-être 5 mois, ça allait. Donc, elle a passé son examen, tout s'est bien passé, elle a eu son bac.
Et on a voyagé en province. On est tous partis se retrouver chez sa mère, bon, ma grand-mère, parce que c'était ma petite tante et tout. On est là-bas, elle est arrivée le soir. Bon, moi, je suis arrivé avant. Elle est arrivée 2 jours après. On arrive un soir comme ça. Le même soir qu'elle arrive, on est là en train de rigoler, en train de manger, tout en fait. Après, tout d'un coup, elle commence à manifester. DMJ, c'est la première fois que les choses qu'on voit dans les films, que tu entends, comment dire ça? Quand une personne a des esprits se manifestent dans le corps d'une personne. Souvent, on prend ça comme une blague, mais vraiment, le jour là, j'ai vu ce qu'on dit comme ça, que tu vois quoi, elle a commencé à switch. Même switch, sorry, c'est l'anglais, je suis habitué un peu. Elle a commencé à changer des différentes personnes, il faisait que passer à travers elle pour s'exprimer. C'est d'abord une femme qui vient, qui dit que ouais, vous pensez qu'elle est belle comme ça, pourquoi? C'est moi qui l'aide à avoir ceci, à avoir cela, que les hommes viennent vers elle pour l'attirer. Après, c'est une autre personne encore qui vient, oh, moi je suis un esprit de l'eau, moi j'étais seulement en train de passer, mais j'ai vu les autres, ils m'ont invité, donc moi aussi je suis seulement rentré. Voilà, maintenant le travail qui vient là-bas, oh non, en tout cas moi, je suis son ancien voisin, elle tourne, tu vois, les gens ne font que s'exprimer. Mais il y a seulement une personne qui m'intriguait, c'est son mari de nuit. Donc le gars est venu, DMJ. Même les garçons que tu vois souvent qui ont la base, n'ont pas la base. Quand le gars là s'est manifesté, tout le monde a tremblé dans la maison. Et quand il s'est manifesté, tu vois les filles qui dansent, tu connais la danse qu'on appelle les ballets chez les blancs, là, chez les Français et tout ça, là où les gens qui dansent avec la pointe des pieds là. DMJ, elle était debout. Voilà, elle était debout. Quand le gars s'est manifesté, elle était debout sur la pointe des pieds. Mais même pas le genre, vraiment, je ne sais pas. Et elle marchait comme si elle était. Donc le gars a commencé à parler, dire des trucs. Et on a commencé à poser des questions parce qu'on a dit que quand ce genre de truc arrive, vous posez des questions, que toi tu es qui? Et toi on appelle le pasteur aussi. Et tout, que non, toi c'est qui? Donc tu t'avais dit que non, moi c'est son mari de nuit. Donc chaque fois qu'elle va rencontrer un garçon, voilà pourquoi ces relations ça ne marche pas et tout. Ah, on est là en panique, on dit qu'on fait comment? Ça se calme, on la prend, on la ramène à l'église. Le pasteur aussi il prie, mais il n'enlevait pas. On dit que mais comment toi tu pries seulement pour calmer la chose au lieu de la faire une délivrance? Il dit que non, son travail là c'est un travail qui va prendre trop de temps parce que il y a beaucoup d'esprits. Quand tu combats un esprit, l'esprit va partir, il va revenir avec, si c'est combien d'ici, c'est 2000, si tu fais sortir un, il va repartir prendre d'autres pour revenir en renfort et tout et comme ça. Et voilà, maintenant, moi, tu connais, nous, on dormait tous dans la même chambre. On est là tous un soir. Ça déclenche encore. Maintenant, cette fois-ci, l'esprit qui se manifeste, elle a carrément la même voix que notre grand-mère. Donc, la sœur de sa mère, qui est dans une autre province. Elle commence à parler en langue et elle parle une langue, en fait, tu sais, dans toutes les langues africaines, il y a souvent une façon que les grands-parents, eux, ils parlent. Il y a des mots, des expressions qu'ils utilisent, qu'il y a que eux-mêmes, vraiment des gens qui sont vraiment vieux dans le truc, qui peuvent comprendre. Elle utilisait vraiment des mots que seule mon arrière-grand-mère comprenait et ma grand-mère, sa mère comprenait. Donc pourtant moi je comprends la langue, mais je ne comprenais rien du tout. Alors c'est comme ça là, après notre grand-mère a traduit ce qu'elle disait pour dire que non, ouais, c'est moi qui ai fait comme ça, j'ai voulu donner un sacrifice, pourquoi vous voulez pas la laisser partir? Sur le coup, tout le monde panique. Tu vois un truc comme ça, on appelle la grand-mère. Celle qu'elle a pris la voix, on l'appelle. Donc les deux sont en train de s'exprimer. L'autre dit là-bas que c'est moi qui suis la vraie, c'est moi qui suis ici. On est là, on commence à dire là que ça commence à créer une zizanie dans la famille. Donc moi aussi je ne peux pas dire qu'elle dit, bon, ma grand-mère nous a toujours protégés. C'était une dame, même si elle faisait dans les trucs traditionnels, mais elle a toujours, tu vois, protégé ses petits-fils. Peu importe les problèmes, quand on avait des problèmes, c'est elle qu'on allait voir. Mais dans la même foulée aussi, tu te dis que bon, si elle aussi elle peut aussi protéger, c'est qu'elle aussi, elle peut aussi faire des choses aussi pour, tu vois un peu. Donc ça a commencé à créer des problèmes de famille. Donc tout ça s'est passé. Et après, on a continué dans la recherche avec des églises et tout ça là. Et on a continué aussi à aller voir des marabouts, mais ça n'allait pas. Et c'est là où j'ai appris une chose, que c'est pas seulement dans l'église que tu vas trouver ta guérison quand tu souffres de quelque chose. Souvent, peu importe l'église, il n'y a pas une église qui est meilleure que d'autres. Souvent, c'est même des personnes que les gens négligent qui vont t'aider même mieux que des personnes que les gens vont te recommander. Donc, elle est allée, on a parlé des Christianis Célestes et tout ça là, des gens comme ça là, je crois. Ils sont allés, ils ont fait un traitement. Donc, ceux-là, ils ont fait manifester les esprits et ils ont fait une délivrance. Vraiment, ça a été la pire délivrance que j'ai vue de toute ma vie. Le genre qu'on te fouette.
on te fouette avec, comment on appelle ça? Des trucs là, qu'on appelle ça les rameaux là. Tu comprends, pour les fêtes des rameaux là. Ben, ils mettaient ça dans de l'eau bénie et ils fouettaient la personne. Donc chaque fois que l'esprit se manifestait, il devait fouetter. Bon, fouetter ma tante pour que jusqu'à ce que l'esprit dise qu'il parte et qu'on sort. Et Dieu merci, aujourd'hui elle se porte bien parce que c'est eux qui ont réussi à libérer tout ça. Ça fait déjà pratiquement, comme il dit, ça fait 6 ans que ça se passait. Mais aujourd'hui elle est bien, elle n'a plus jamais eu ces manifestations. Elle prie et tout ça, et tranquille quoi. Donc la petite histoire, c'est justement, comme je disais, de dire à tout le monde que souvent il y a des gens qui vont vous faire pitié en route, mais vraiment faites attention quand vous voulez remettre de l'argent aux gens, parce que vous ne pouvez jamais savoir quelles sont les intentions de la personne quoi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire, YCP. De rien. En tout cas, bonne soirée. On se trouve dans les commentaires. D'accord. Je profite aussi pour raconter un petit truc qui nous est arrivé quand on fait encore dans la musique avec mes partenaires. Il y a souvent des soirées qu'on organise là, que des gars organisent, tu ne sais même pas qui organise. C'est ce qu'ils appellent soirée chilling. Si vous ne connaissez pas les soirées chilling où quelqu'un organise une grande fête là dans un guest house, il y a une maison, une grande maison, il y a du whisky, il y a de l'alcool à flot, il y a même des femmes, parfois ils mettent des femmes dans certaines filles dans les chambres. Tu arrives là, dès que tu peux, c'est gratuit, hein. Tu peux boire, tu peux aller dans la chambre, coucher avec une fille avec qui tu veux. Ils ont nommé ça soirée chilling. On avait l'habitude de faire ce genre de soirée dans la catégorie, on nous invite parfois prester, on peut boire le vin là, si tu veux faire, tu peux faire. Une fois on nous a invités dans une autre soirée comme ça. Arrivé là-bas, on est tombé sur une maman. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au quartier, même on doit rentrer pour arriver dans la maison, on tombe sur maman à l'entrée. Elle nous dit que là vous partez, ne partez pas. Ah, mon partenaire dit que mon ami, on ne peut pas comment tu fais la magie, on nous a invités à rester là-bas, tu dis quoi? Elle dit que ne partez pas. Moi, comme je suis curieux, comme je suis là, je dis ok maman, pourquoi? Elle dit que parce que là-bas, vous partez là-bas, on va dire ça comment? On va prendre vos chances. Je dis ok. Dès qu'elle m'a dit qu'on va prendre vos chances, moi je dis à mon partenaire que comme tu vois là, que la matin c'est la soirée qui, moi je ne pars plus là-bas. On m'appelle à la maison. Mon partenaire dit ok, on rentre. Moi je dis encore à ma tête, mais est-ce que tu peux être un peu plus clair? Elle m'explique donc que elle nous appelle là pour la peine, je me suis assis à côté d'elle, elle a pour la peine d'expliquer que généralement les soirées comme ça là, c'est pas tout, hein. Il y a des soirées qui sont organisées par des jeunes qui veulent juste s'amuser et tout. Mais la grosse majorité, ce sont les soirées où il y a des grandes personnalités du pays qui vont venir là, donner une somme par exemple comme 3-4 millions à un jeune, organise une soirée, amène les femmes, paye-les, permettre qu'on couche avec elles. Donc ça veut dire que les femmes sont au courant qu'à n'importe quel moment un garçon va entrer dans la chambre pour coucher avec elles, c'est libre, c'est un truc comme ça là. Tu mets de l'alcool à flot, de la cigarette, chicha, tout ça, on pose tout ça. Vous venez là, vous créez, elle appelait ça comment? Atmosphère de quoi? Une atmosphère satanique en fait, où il y a le sexe, la drogue et l'alcool qui coulent à flot. Et maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils récupèrent l'énergie là pour travailler leur argent avec. Dès qu'elle m'a dit ça comme ça, elle n'a même pas voulu savoir si c'est vrai ou c'est faux. J'ai dit mon ami, moi je rentre à la maison. Donc c'est un peu l'atmosphère là qu'ils prennent. Ils prennent les chances des gens, après ils partent faire des trucs avec. Donc c'est le petit conseil que je peux donner à ceux qui sont connectés là, ceux qui veulent bien prendre le conseil, ceux qui ne veulent pas. Continuez les soirées chilling avec des gens que vous ne connaissez pas. On m'a invité dans une soirée là où on boit gratuitement, tu ne payes rien, où on peut avoir une femme gratuitement. Ok. Allons seulement. Bon, en fait, c'est quand j'ai suivi Diane parler que je me suis rappelé d'une histoire dans le milieu professionnel. En fait, j'ai une amie, j'étais chef cuisinier chez des Européens quand j'étais au Cameroun. Ils étaient à Burundi là-bas. Bon, je travaillais là-bas et puis quand ils sont partis, leur grand chef, vraiment, il a vraiment aimé la cuisine que je faisais. Il m'a dit, bon voilà, la prochaine fois, si on a des
on a des blancs qui viennent, on va t'appeler pour faire à manger. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Peut-être 2-3 mois après, il y a le grand patron, il m'appelle, il me dit, bon voilà Nathalie, j'ai mon cuisinier qui est malade, est-ce que c'est possible que tu viennes faire à manger? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et dans la résidence, là, ils étaient 3. Quand j'arrive, j'ai fait à manger comme ce que je fais d'habitude. J'ai fait à manger, ils sont rentrés. Quand moi, en fait, je venais le matin, je faisais à manger et eux, ils rentraient le soir manger, quoi. Et un jour alors, chaque fois que je faisais à manger, ils aimaient, ils me laissaient toujours des petits cadeaux où c'est très bon, tu as fait ceci, c'est bon. Et là-bas, il y avait une ménagère, une femme qui faisait le ménage. Et elle était amie avec le cuisinier, parce que le cuisinier que j'ai remplacé, en fait, je suis simplement venue le remplacer pour quelques temps, le temps, parce qu'il était malade. Le temps que lui, il revienne, quoi. Mais tellement les Blancs là, appréciaient ce que je préparais. Ils aimaient tellement ce que je faisais. La ménagère, là, maintenant, appelle le monsieur, le cuisinier, là, pour lui dire que ta place est en danger. Si tu ne viens pas ici, là, on va prendre ta place. Parce que la petite fille qui est arrivée ici, là, mon ami, même quand je ne suis pas là, les Blancs là disent que non, elle fait très bien à manger et tout. Mon ami, je n'ai même pas fini la semaine. Hein. Le monsieur là est arrivé. Il est arrivé. Quand il est arrivé, le patron lui dit que non, elle prépare très bien, elle est bien, mais vous pouvez vous arranger. Peut-être elle va faire des jours, peut-être elle peut faire une semaine. Toi, tu viens faire une semaine, mon gars. Et c'était un truc qui payait beaucoup, qui payait très bien, je te jure. Il payait tellement, il travaillait dans une société pétrolière, ces blancs-là. Il payait très bien. Le gars a dit que mais c'était un gars. C'était un cuisinier Bamenda. Il a dit que merde, ça c'est quoi ça? Le lendemain, je suis arrivée, je le vois, il me salue pas. Il est nerveux. Je dis que c'est encore quoi? Pourtant, moi j'étais toute naïve, j'étais contente de le voir. Ah bonjour, c'est vous le cuisinier, mes respects, on m'a dit que vous faites bien à manger ici et tout. Il m'a pas répondu. J'ai fait à manger. Les patrons sont venus, ils ont apprécié. Le lendemain, quand je suis arrivée, j'ai trouvé des trucs, des herbes où c'était des quoi découpés sous les yeux sur mon plan de travail. Découpés sur le plan de travail. J'avais peur. J'ai dit que Seigneur, moi je suis simplement venue ici travailler. Je ne suis pas venue prendre la place de ce monsieur-ci. Tout ce que moi je veux, c'est travailler. Je fais mon temps et puis je pars. Je n'ai même pas touché. J'ai pris, je suis allée de l'autre côté, j'ai fini de préparer, je suis partie. Dès que je suis rentrée, les patrons m'ont appelé pour me dire que ah non, Nathalie, on sait que tu fais bien à manger, mais je vais juste prononcer un nom comme ça. Mais Pita, il est rentré, on préfère que c'est lui qui prépare, mais toi, on sait que tu prépares bien, maintenant on préfère que ce soit Pita. Après, ils m'ont dit que j'ai seulement dit que non, les gens sont trop forts. Bon, donc en fait, c'est pour dire que dans le milieu professionnel, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec les gens, en fait, c'est ça. Parce qu'après, il y a des jaloux, et puis quand quelqu'un est jaloux, il peut faire n'importe quoi. Oui, et moi, je n'ai pas voulu insister parce que moi, je sais que ces gens-là, ils appréciaient mon travail. Et si ce monsieur-là ne venait pas, je suis sûre que j'aurais pris sa place. Mais c'était pas le but, en fait, tu vois un peu. C'était pas le but, mais bon, le monsieur avait peur, moi je l'ai compris aussi, mais il n'avait pas besoin de faire tout ça aussi. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, merci. Ok. Bref, ça se passe à Douala en 2017. Je vivais avec un cousin, après on s'est séparés, je suis allé vivre seul de mon côté. Et bref, j'ai pas grandi avec ma famille maternelle, ma mère natale, donc un temps j'ai reçu un paquet de ma famille maternelle. C'était du plantain avec du haricot, oui, un truc comme ça si je ne me trompe pas. Bon, un jour je suis en train de vouloir faire les frites de plantain en fait.
quand je commence subitement, le rideau qui avait au mur comme ça prend feu. Je dis que mon voisin il vient m'aider, on éteint le feu sans problème. Et l'étape la passe. Après, quand je dors dans la maison, si par exemple je rentre, quand j'ouvre la porte, si je laisse mes babous, si je prends mes babous, je mets de l'intérieur, mais juste à côté de la porte, pour pouvoir les remettre à l'extérieur le matin. Je vais peut-être me réveiller le matin et voir que mes babouches sont au niveau, peut-être en dessous de la table de la télé. Si je mets mon habit quelque part le soir, le matin, je vois que ça s'est déplacé. Après, je vois les ailes de cafard sur ça, les cacas de cafard, les ailes. Donc, on dirait qu'un rongeur a dû ronger un cafard sur mes habits et ça se déplace. Et après, je vois un truc comme la sève et de la banane plantain, là, si je ne me trompe pas, comme la sève. Ça a duré, bon, le premier jour, je n'ai pas prêté attention. 2 jours encore, je n'ai pas prêté attention. Mais 3e journée, j'ai dit que, mais un jour alors dans la nuit, j'ai dit que je ne vais pas dormir. Et chose surprise à ce moment-là, quand j'ai rentré jusqu'à je me couchais, je dormais comme un mort. Pourtant, je n'avais jamais dormi comme ça. Donc, ce qui faisait que je n'entendais même pas un tout petit bruit dans la nuit. Je ne me rendais même pas compte de ce qui s'est passé. C'est le matin que je voyais les dégâts et les choses qui se déplacent à la maison et les cafards morts et les si. 3e jour, j'ai dit que je ne dors pas aujourd'hui, je vais voir. Je passe la journée au travail, je dors. Dans la nuit, je reste assis. À une certaine heure, je vois les cafards courir à la maison. Les cafards courent à la maison en désordre. Les cafards courent à la maison. Les souris courent au plafond. C'est là que le matin, mon cousin m'appelle. Il me dit que sa mère veut me parler. Je dis que j'appelle donc sa mère. Elle me dit que va voir Bruno. Il t'amène où il était hier. On a travaillé sur lui. Va voir ton frère. Il t'amène où il était hier. On a travaillé sur lui. Entre-temps, mon cousin est allé là-bas. Sa mère lui a envoyé là-bas pour travailler sur lui. On est arrivé, on lui a dit qu'il y a telle personne avec qui tu vivais avant. Fais venir la personne là ici d'urgence. Dès qu'il m'a dit, je suis parti là-bas. Il m'a amené là-bas le soir. La dame là, elle m'a demandé que est-ce que tu es allé entrer quelque part? Est-ce que tu as les mauvais amis? Est-ce que j'ai dit non. Est-ce que tu as pris un mauvais agent? J'ai dit non. Est-ce que tu fais une réunion? J'ai dit non. Elle m'a juste dit que ce qui se passe, qu'elle ne peut pas me dire d'où ça vient, mais qu'elle va juste travailler sur moi et je vais partir. Jusqu'aujourd'hui. Et elle m'a parlé du feu que j'avais eu. Est-ce que tu as eu le feu chez toi tel jour, à tel moment comme ça? J'ai dit oui. Mais depuis ce moment-là, je n'ai jamais compris vraiment d'où étaient venus tous ces problèmes. Et je n'ai plus jamais vécu ça. C'est depuis 2017 jusqu'à 2022 qu'on est. Malgré que j'ai changé de ville, mais je n'ai jamais plus eu d'histoire pareille chez moi. D'accord. Moi aussi, j'ai une histoire à raconter. Ça s'est déroulé l'année passée, ici à Luanda, en Angola. C'était pendant le moment de vaccin, de la pandémie de Covid. Alors, comme surgissait un moment que les vaccins étaient presque obligatoires à tout le monde, alors tout le monde s'y précipitait pour aller se faire vacciner pour la pandémie du Covid. Alors, ça s'est déroulé dans un centre, comme il y avait presque beaucoup de gens là à se présenter pour le vaccin. Il y avait une dame qui avait un bébé qui est allée se faire vacciner pour la Covid. Et au moment qu'elle sortait, après s'être vaccinée, elle est sortie du centre. C'est seule la dame qui a vu une fille s'approcher vers elle. Personne n'a vu, personne n'a attendu quoi que ce soit. Et directement, la fille s'est présentée. C'est la dame, comme il y avait beaucoup de gens à attendre, chacun attendait son tour, il y avait presque beaucoup de gens là. Il faisait tellement ici à Luanda, il y a tellement du soleil. Et la fille est allée sur la dame qui avait un bébé, lui demandant que je ne saurais attendre mon tour parce que je travaille. Pourrais-tu me donner ton enfant
qu'on puisse me donner la priorité, parce qu'on donne la priorité à des enfants à des femmes âgées, à des enfants, à des femmes enceintes, et à celui qui avait des bébés. Il est allé dire à la femme, elle a dit à la femme que pourrais-tu me donner ton bébé pour qu'on me donne la priorité, comme on m'a juste donné quelques heures pour me faire vacciner. Et la dame, par pitié, elle a donné son enfant à la jeune fille. Et la jeune fille est allée, elle est entrée à la porte du centre. Et en ce moment, la femme, comme elle est restée, elle a vu que la fille ne sortait pas. Oh, elle s'est préoccupée, elle est allée vers la police parce qu'il y avait la sécurité. Elle a dit, mais vous venez de faire entrer une femme qui ici il y a presque plus d'une heure. Elle est entrée ici pour se faire vacciner, mais elle ne sort pas. Elle a dit, le gendarme le dit, non, nous avons, vous faisiez partie, excusez-moi parce que moi je parle portugais. Il y a d'autres mots qui m'arrivent à parler portugais. Je m'excuse pour ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Et par hasard, le gendarme, la police qui était là, juste là, lui ont fait comprendre que la dame, elle faisait partie de la dernière groupe de femmes qui avaient des enfants qui sont sortis et à partir de cela, il n'y a plus d'autres qui sont entrés. Elle a dit, non, moi je vous ai vu, vous venez juste de faire entrer une fille qui est entrée avec un enfant et cet enfant, et ce bébé est la mienne. Mais la femme, comme elle était tellement agitée, avant que la fille entre dans le centre pour se faire vacciner, il s'est fait que la fille avait laissé ses documents à la femme pour comme preuve. Le téléphone de la fille, elle a laissé son sac à main, elle a laissé parce que tout c'est bien à la dame pour le faire montrer qu'elle allait revenir. Et par hasard, quand la femme avait été tellement paniquée, la police a dit non, nous allons vraiment entrer au centre pour voir pourquoi la fille ne sortait pas. Et elles sont entrées jusque là au centre. Ils ont vu que la fille, il n'y avait pas la présence de la jeune fille. Et la femme était tellement agitée, ça. Mais elle a dit non, vous venez. Personne n'a vu la femme a donné à la jeune fille le bébé. Mais c'est elle-même qui a vu la fille auquel elle a donné le bébé. Et par de police, ils disent, elle a dit, non, je vous ai dit que une fille vient d'entrer, voilà ses documents, j'ai là avec son téléphone, tout ça, un téléphone cher, j'ai tous ces documents, c'est ça. Et de police, par hasard, il n'y avait pas même de code, ils ont pris le téléphone, en appelant le numéro de la fille, en vérifiant le répertoire de la fille, ils ont vu le numéro de papa. Ils ont appelé le numéro de papa de la jeune fille. Quand ils ont appelé le numéro du papa de la jeune fille, il s'est fait que le papa dit, oh, mais comment vous m'appelez avec un numéro de ma fille et ma fille, elle est morte. Comment vous pouvez m'appeler avec ce numéro? Parce que c'était la police a dit, non, ta fille est venue ici, s'est fait vacciner, elle a pris le bébé d'une jeune femme ici. Le papa dit, non, c'est impossible. Et comme c'était la police, ils ont demandé l'adresse de parents pour aller vérifier effectivement. Ils se sont dirigés à l'adresse que le papa leur a remis. Ils sont allés jusque là. Arrivés à l'adresse indiquée, ils ont retrouvé la photo. Ils ont vu la photo et la photo de la jeune fille. Et directement, la femme s'était émotionnée. Ils disent, mais oui, c'était la fille auquel j'aurais mis ma fille, mon bébé. Et tout le monde était là étonné. Le papa dit, de la façon que vous venez de me parler, ma fille est morte hier, elle est à la morgue. Si vous voulez, alors la mort je veux vous montrer que ma fille est morte. Et comment vous pouvez me parler que ma fille est allée se faire vacciner au moment que ma fille est morte hier? Et comme c'était la police, et avec investigation, ils se sont dirigés jusqu'à l'hôpital pour vérifier le fait. Arrivé à la morgue, une chose tellement émotionnelle, en ouvrant la gavette,
Gavez, je ne sais pas si c'est Gavez, je parle en portugais. En ouvrant à la morgue, ils ont retrouvé le bébé de la jeune femme dans le bras de la jeune fille. Et la police. Ils ont retrouvé le bébé dans le bras. La jeune fille a tellement pris le bébé dans ses bras et l'a encerclé le bébé morte à la morgue. Et le bébé était encore vivant, non? Est morte. Ils ont retrouvé le bébé morte à la main de la jeune fille. Et tout le monde, et les parents de la fille, et les parents de la fille, étonnés. Et la pauvre fille, comme ils devaient normalement appeler le mari pour le rejoindre parce que c'était quelque chose de grave. Et le mari était là, ils ont vu leur enfant dans le bras de la jeune fille. Mais c'était une information qui est même publiée à l'information ici à Luanda. On a publié cette information ici à Luanda. Ça s'est passé de la sorte. Et les parents, tout le monde était contre, vu que les parents de la jeune fille, ils ont supplié à la famille du bébé de les laisser enterrer ensemble. Une chose que tout le monde ne pouvait pas être d'accord. Comment tirer l'enfant dans le bras? Il a encerclé dans le bras la fille d'une autre personne qui n'est même pas de sa famille. Et c'était une petite histoire vraiment qui nous a laissé dans des points d'interrogation. C'était vraiment inimaginable. C'est ce qui s'est passé. C'était une histoire qui s'est passée ici à Luanda. C'est ce que je voulais partager aussi avec notre groupe. Un enfant qui meurt comme ça là pour rien à cause de la négligence de la maman. De la négligence de la maman. Comment toi tu peux donner ta fille à une personne que tu ne connais pas, un inconnu, et à un inconnu que tu ne connais même pas parce que tu as laissé le téléphone, parce que tu as laissé ses documents, son sac. C'est quoi? Le téléphone, c'est quoi? On peut vendre ton enfant à cause d'un téléphone. C'est quoi le téléphone? Tu veux venir prêter mon enfant, je me dis sur le téléphone, si c'est que mon téléphone part, ton téléphone me remplacer mon enfant. Mais oui, c'était une chose très triste. Je ne sais pas, la famille de l'homme, comment réagir à une telle chose. C'était vraiment très dur à supporter et ça fait très mal. Ça fait très mal. Pourquoi? C'est comme conseil, je pourrais dire, dans la vie, il faut être très prudente. Et toujours être trop prudente et souvent, quand tu te présentes dans des lieux publics, il faut savoir se protéger quand il faut savoir se protéger en prière. Parce que si une fille morte a pu se présenter à une personne vivante pour le prendre l'enfant, c'est parce qu'elle a retrouvé une faiblesse dans la mère. Parce que c'était elle la seule à voir la fille. Elle croyait que tout le monde voyait, mais c'était la seule à voir la fille. Et elle a pris son bébé et retrouvé mort à la morgue. Il y a la même histoire à Brazzaville en 2019. Ok. Oh. Merci de liker, merci de commenter. Rendez-vous demain à 12h pour une nouvelle vidéo.